Terre est couverte d'une multitude de routes, de ponts, de chemins de fer, de voies navigables, de tunnels et d'aéroports. Tous ces moyens de circulation sont extrêmes, chacun à leur manière. Certains sont insensés, d'autres mortels. Les uns sont majestueux, les autres terrifiants. Entre prouesses techniques et aventures humaines à couper le souffle, voici les infrastructures les plus extrêmes du monde. Les aéroports. Ils mettent le monde entier à un vol d'avion de distance. Des Antilles à l'Alaska et du Népal au pôle Sud. De nombreux endroits du globe sont accessibles uniquement par avion. Les aéroports jettent des ponts entre les peuples et entre les continents. Des merveilles d'ingénierie. Un aérodrome sur glace reconstruit chaque année. Un tarmac niché à l'ombre des gratte-ciels. Une piste d'atterrissage sculptée dans la montagne. Le principal danger, c'est l'aéroport lui-même. La conception est extrême quand il n'y a pas de meilleure solution. Il peut s'agir d'une rampe de lancement pour voltigeurs, comme d'une attraction pour touristes en quête de sensations fortes. Des paysages à couper le souffle et des parcours hors normes vous attendent. Alors attachez vos ceintures. Voici les 10 aéroports les plus extrêmes du globe. En 10e position, cap sur les Antilles. Un aéroport qui vous en met plein la vue. L'aéroport Princess Juliana est situé sur l'île de Saint-Martin. Les avions volent à seulement 12 mètres au-dessus de la plage. Difficile de passer plus près du sol. Ici, les atterrissages sont spectaculaires. Et sur la plage Mao de Saint-Martin, ils sont une attraction à part entière. Les avions qui sont en phase d'approche finale passent juste au-dessus des vacanciers. C'est incroyable. C'est comme de se tenir au bout de l'aéroport JFK en maillot de bain. L'île de Saint-Martin dispose de si peu de terrain plat qu'un vaste aéroport était inenvisageable. Ce manque de place est un problème récurrent dans les Antilles. L'aéroport de Tiny Saba a la plus courte piste d'atterrissage commercial au monde. À Saint-Barthélemy, les pilotes doivent survoler une route en rase-motte avant de poser leur avion. Encore faut-il s'arrêter à temps. Faudra qu'il s'arrête. Mais aucun ne rivalise avec le Princess Juliana. C'est un véritable aéroport international en bordure de plage. Il y a une mer turquoise, une île paradisiaque et sa végétation luxuriante, mais il faut se concentrer sur cette piste minuscule qui ressemble à un timbre-poste vu du cockpit. Les avions passent à 12 mètres seulement, une altitude incroyablement réduite. Mais c'est au décollage que les choses se compliquent. Les turbines sont mises en route à une 60aine de mètres du grillage. Une bouffée d'air à 38 degrés mêlée au gaz d'échappement déferle sur la plage à 80 km à l'heure. C'est l'équivalent d'une tempête tropicale. Les vacanciers prêts au dépourvu sont littéralement soufflés par une telle puissance. Ce sont quand même des 747. Chacune de leurs turbines a une poussée de 23 tonnes. Mais certains touristes ne demandent qu'à se frotter au moteur à réaction. Ça va décoiffer!
L'aéroport Princess Juliana est à l'origine d'un sport extrême aussi dangereux qu'unique en son genre. Le rodéo sur grillage. Les uns tiennent bon, les autres s'avouent vaincus. Personne n'oublie l'aéroport Princess Juliana. Ni les passagers des avions, ni ceux qui se tiennent 12 mètres au-dessous. En 9e position, nous partons pour l'aéroport le plus isolé du monde, aux confins de l'Antarctique. Voici la piste sur banquise de la baie de McMurdo, l'aéroport du pôle Sud. Il fait si froid et on est si loin de tout qu'on se croirait sur une autre planète. Cette piste est bâtie à partir de rien chaque année. C'est un environnement impitoyable. Situé à 77 degrés de latitude sud et à 1250 km du pôle, cet aéroport sera probablement celui par lequel vous passerez si vous décidez d'aller au pôle Sud. Quand les portes s'ouvrent et qu'on descend de l'avion, on comprend qu'on n'est ni à New York ni à Los Angeles, mais bien en Antarctique. De tous les côtés, on voit des volcans géants, des montagnes, de la glace. C'est une sensation incroyable. En tant que météorologue, John Cassano a besoin de faire des recherches au pôle. Ses voyages en Antarctique lui sont indispensables pour étudier la météo et le climat local. Voilà 20 ans qu'il vient ici. Cette piste est essentielle à notre travail. Il fait partie des 1200 personnes qui vivent et travaillent en permanence à la base scientifique de McMurdo. C'est la principale base américaine en Antarctique. C'est un centre de recherche d'une importance capitale, situé sur le continent le plus inhospitalier du monde. La moitié de l'année, ce sont des bateaux qui se chargent d'acheminer les vivres et l'équipement. Cela dure jusqu'au changement de saison. La banquise commence alors à recouvrir la baie. Au début du printemps septentrional, la base se trouve à plus de 100 km de l'eau libre. On ne peut plus y accéder que par les airs. C'est pour cette raison qu'une piste aérienne est construite. Le travail de David Bresnahan consiste depuis plus de 30 ans à faire en sorte que l'aéroport reste ouvert. La particularité de cette piste, c'est qu'elle est construite sur environ 2,50 m de banquise naturelle. Chaque année, David et son équipe aménagent une zone de banquise fraîchement formée. Ils doivent créer une piste longue de 3000 mètres, assez résistante pour tolérer le poids considérable d'un avion et de son chargement. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce qu'ici, les avions sont de vrais mastodontes. La glace doit supporter les 200 tonnes d'un avion de marchandises à pleine charge. Dans l'avion, quand je pense qu'on va atterrir sur la glace, ça me paraît insensé. La piste s'étend au-dessus de 800 mètres d'eau. Si la glace cédait sous vos pieds, vous succomberiez en quelques secondes. Les atterrissages ne sont pas sans risque, mais le simple fait de se rendre sur la piste est dangereux. Les scientifiques du pôle Sud comptent sur ces avions pour leur faire parvenir le matériel dont ils ont besoin. Mais en Antarctique, le temps peut changer d'une minute à l'autre. Et quand le blizzard souffle, un voile blanc s'installe. On ne voit plus l'horizon. On ne sait plus si on monte ou si on descend. On n'a plus le moindre repère. C'est comme si on flottait dans le vide. Quand le temps se dégrade à ce point, toute tentative d'atterrissage est trop risquée pour être envisagée. Les avions n'ont donc plus d'autre choix que de refaire en sens inverse les 3200 km qu'ils viennent de parcourir. On appelle ça un boomerang. La piste d'atterrissage la plus proche de McMurdo est en Nouvelle-Zélande, d'où partent les vols vers ici. Durant les 5 mois qui précèdent la fonte de la banquise, cette piste sur glace est l'aéroport le plus isolé du monde.
Partons pour le Népal, où une piste accidentée creusée dans la montagne fait de chaque atterrissage une véritable aventure. Nous venons de quitter l'aéroport du pôle Sud, dont la piste doit être reconstruite tous les ans. Après la glace, voici le gravier d'un tarmac népalais où se déroulent les atterrissages les plus mouvementés du monde. Que vous le croyez ou non, ceci est un aéroport commercial. L'aéroport népalais de Talcha, près de Mougou. Cette piste complètement isolée n'est rien de plus qu'une simple terrasse taillée à flanc de montagne. Le tarmac est couvert de gravier et la tour de contrôle est en bois. Mais c'est bien à cet endroit que correspond le code international TAL, celui de l'aéroport de Talcha. Quand un aéroport est au milieu de rien et que la piste est construite sur un sol accidenté, poser un avion est autrement plus délicat. Les reliefs montagneux, l'altitude élevée et l'imprévisibilité de la météo font du Népal l'un des pays où il est le plus dangereux de voler. Situé à 370 km de la capitale Katmandou, le village de Talcha abrite l'un des aéroports les plus extrêmes du pays. Talcha se dresse à 2700 mètres d'altitude dans les montagnes sauvages de l'ouest du Népal. 110 km de pistes accidentées séparent Talcha de la ville la plus proche. Cela correspond à 5 jours de marche. La construction de l'aéroport en 2003 fut une véritable aubaine pour les populations locales. Mais les pilotes qui se posent ici ne se font aucune illusion sur son état. La première fois que je venais ici, j'avais un peu peur. Les pilotes novices n'ont pas le droit de venir ici. Il est 8 heures du matin. Bin Datapant est le contrôleur aérien de Talcha. Bonjour, ici la tour de contrôle. Il travaille ici depuis l'ouverture de l'aéroport. Sans lui, aucun avion ne pourrait se poser ici. Mais aujourd'hui, l'aéroport est plus indispensable que jamais. Un habitant de la région vient d'être acheminé jusqu'à l'aéroport en brancard. Grièvement blessé, il a besoin de soins médicaux. Le trajet jusqu'à l'aéroport a duré 2 heures. Une évacuation aérienne est son seul espoir. Bim, le contrôleur aérien, essaye de contacter d'urgence les compagnies aériennes locales. À 160 km de là, le premier avion disponible s'apprête à décoller. À Talcha, la famille du blessé l'attend fébrilement. Au bout de 2 heures, l'avion est en vue. Alors que le pilote se prépare à la phase d'approche, la piste n'est encore qu'une trace infime sur le versant de la montagne. Il n'a pour tout repère que 4 drapeaux rouges et une simple flèche blanche. À présent, le pilote va devoir poser son avion sur cette courte piste de gravier. Un revêtement peu approprié aux atterrissages. La piste est traversée par la route qui mène au village. Donc, elle est couverte de nids de poules et de grosses pierres. Le principal danger quand on se pose à Talcha, c'est l'aéroport lui-même. Les atterrissages sont très techniques. Il y a 3 ans, une approche mal négociée conduisit cet avion à finir le nez dans le gravier. Son train d'atterrissage fut réduit en miettes. La carcasse est toujours au bord de la piste, tel un avertissement des risques encourus. Si cet avion ne réussit pas son atterrissage, le blessé ne pourra pas être évacué.
Le pilote doit freiner le plus possible son appareil dès que les roues touchent le sol, malgré les irrégularités de la piste. Au bout de la piste, il y a un grand précipice. Si un avion ne réussissait pas à s'arrêter avant, il tomberait de la falaise. Ce serait catastrophique. Atterrissage réussi. L'avion est encore en un seul morceau. Mais à présent, il n'y a pas de temps à perdre. Le blessé est hissé à bord. Moins de 20 minutes après s'être posé, l'avion est de nouveau dans les airs. Le blessé est en route pour l'hôpital. L'évacuation aérienne est une réussite. Et tout cela grâce à une bande de terrain rocailleux nichée à flanc de montagne. L'aéroport de Talcha. En 7e position, les abords sauvages et humides de Lake Hood en Alaska. Dans l'état le plus sauvage des États-Unis, l'avion est un moyen de transport indispensable. L'histoire de l'Alaska est intimement liée à l'aviation. Sur cette base, la nature a tous les droits. On ne peut jamais savoir quelles seront les conditions au sol. Voici Lake Hood. Un aéroport si extrême que sa piste est constituée d'eau. L'hydrobase s'étend à côté de l'aéroport international d'Anchorage. On y compte 500 hydravions dont les propriétaires déboursent chaque mois 105 $ en droits de stationnement. 30 000 appareils amérissent ici chaque année. 90 décollages ont lieu chaque jour, ce qui fait de cette hydrobase la plus fréquentée au monde. Quand on se pose sur l'eau, on est confronté aux paramètres non contrôlables d'un environnement sauvage. Même s'il n'y a pas de tarmac, l'eau peut très bien tenir lieu de piste d'atterrissage. Mais le contact avec l'élément liquide ne se passe pas toujours comme prévu. On ne compte plus les accidents et incidents qui ont eu lieu à Lake Hood, parce que c'est là que se posent tous les trappeurs d'Alaska. Cette scène a été filmée à Lake Hood durant l'été 2009. Un 2 Avalon Beaver prend son envol. À son bord, une famille de 4 personnes et 2 chiens. Et quelques instants plus tard, par chance, personne n'est blessé. L'enquête officielle pointe du doigt une erreur du pilote. En dépit des risques, la base de Lake Hood doit rester ouverte. Pour les familles qui vivent dans les étendues sauvages de l'Alaska, c'est le seul moyen de rallier la ville d'Anchorage. En l'absence de route et de piste, ils ne peuvent se poser et décoller que sur l'eau. En Alaska, 80% des zones peuplées ne sont pas accessibles par la route. Leur contact avec le monde extérieur dépend des avions. Mais en hiver, tous les plans d'eau sont gelés. Avec la chute des températures, le lac se recouvre d'une couche de glace. L'activité de l'hydrobase est au point mort. La totalité des appareils est clouée au sol. Le contact avec l'intérieur des terres est rompu. En Alaska, beaucoup de gens vivent en pleine nature. Leur mode de vie est en grande partie tributaire de l'hydrobase et de son personnel. La métamorphose du lac se répercute sur les appareils. Les hydravions remisent leurs flotteurs pour l'hiver au profit d'une paire de patins. L'aéroport ne peut pas être rouvert tant que la glace n'est pas solide. Le pilote Michael Laughlin est chargé de sonder la glace.
À la tête de Regal Air, une compagnie aérienne locale, Michael veut pouvoir faire circuler sa flotte. Mais on ne plaisante pas avec la sécurité. Il y a régulièrement des pilotes impatients qui s'aventurent sur le lac trop tôt. La plupart d'entre eux passent à travers la glace. C'est très spectaculaire. La première étape consiste à percer un trou dans la glace pour en mesurer l'épaisseur. Mais même quand la glace est assez solide, il faut encore réussir à se poser dessus. Tenter une approche avec un avion trop lourd pourrait faire céder la glace et mettre l'appareil en danger. Un atterrissage sur glace est bien plus complexe qu'un amérissage. On ne peut jamais savoir quelles seront les conditions au sol. Le pilote doit savoir faire confiance à son intuition. Aucune balise n'est présente à la surface du lac gelé. Tout repose sur l'habileté et l'appréciation du pilote. Il faut scruter la piste pour s'assurer qu'il n'y a pas de couche trop mince ni de poche d'eau. Et contrairement à l'Antarctique, la glace de ce lac n'atteint jamais 2,50 m d'épaisseur. Si la glace est trop fine, on finit à l'eau. Grâce aux atterrissages sur glace, l'aéroport de Lakewood reste opérationnel tout au long de l'hiver. Et les communautés reculées d'Alaska peuvent compter sur la voie des airs pour sortir de leur isolement. En 6e position, l'aérodrome le plus fugace du monde, celui d'Abu Dhabi. « 363 jours par an, c'est un port de marchandises. Mais un week-end par an, voici ce qui s'y passe. Une course de voltige se déroule dans le ciel de l'Émirat. On a des sensations folles. C'est un sacré défi. Dans le sport motorisé le plus rapide au monde, les avions se faufilent entre 5 portes gonflables à des vitesses atteignant 370 km/h. Le gagnant est celui qui termine le parcours le plus vite. C'est mieux que les montagnes russes. Abu Dhabi accueille la première course de la saison. Et elle va se tenir ici, dans le port Mina Zayed. La majeure partie du temps, c'est un port commercial où circulent chaque année 900 000 tonnes de marchandises. Mais en l'espace de 48 heures, Mina Zayed devient un aérodrome sportif. Grâce à une foule de gens qui travaillent d'arrache-pied, un aérodrome de voltige apparaît comme par magie. 12 pilotes venus de 12 pays différents et entourés d'une équipe de 50 personnes s'affairent dans des stands high-tech. On règle les moteurs de 340 chevaux, tout en se préparant psychologiquement à la course. L'Américain Michael Goulian participe à cette course depuis 6 ans. L'aérodrome de la course d'Abu Dhabi est différent des autres aérodromes de voltige. Ici, on crée une véritable arène aéronautique pour une semaine seulement. Faire décoller les avions de voltige est loin d'être facile. Ils s'élancent d'un quai de marchandises, pas d'un tarmac. La piste est très courte. Il y a un grillage à un bout et l'océan à l'autre. Mais ces bolides de poche n'ont besoin que de 240 mètres pour décoller. On ne s'attarde pas au sol, on préfère voler. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire ça. En tonneau, ces avions peuvent effectuer jusqu'à 70 rotations par minute. Capables de boucler les 5 km du parcours en moins de 100 secondes, ces pilotes repoussent les limites des capacités humaines. Ils encaissent jusqu'à 12 G d'accélération, une force qui ferait s'évanouir la plupart des gens. Dans cette course, on est à l'extrême limite de notre résistance au G et des capacités de notre avion. Cette base réservée à l'élite des pilotes ne prend aucun passager.
Ici, il n'y a pas l'ombre d'un appareil commercial à l'horizon. Rien d'étonnant pour une infrastructure aérienne qui n'existe que le temps d'une course. Après l'aérodrome dédié au sport motorisé le plus rapide du monde, voici en 5e position l'île de Madère dans l'Atlantique. L'aéroport le plus venteux qui existe. Certains aéroports de la planète sont connus pour les rafales qui les balaient. Rien n'est plus délicat pour un pilote que de se poser avec un vent de travers. Certaines bourrasques sont capables de déporter un avion hors de la piste. C'est une sensation très désagréable. Pour parvenir à poser leur appareil, les pilotes doivent affronter les éléments. Les atterrissages ont l'air de manœuvres de routine, mais le vent est une variable considérable. Parfois, le vent souffle vraiment trop fort. De toutes les destinations touristiques, aucune ne ressemble à celle-ci. Voici l'aéroport de Funchal. Il est situé sur la côte de l'île de Madère, à 560 km au large de l'Afrique. Des vents marins soufflent inlassablement à travers de la piste d'atterrissage. D'une vitesse de 65 km/h, il suffirait à renverser un poids lourd. Les bourrasques soufflent même encore plus vite. Quand il fait un tel vent, chaque atterrissage est critique. Funchal fonctionne à la limite des paramètres d'exploitation admis pour un aéroport. Quand les rafales dépassent les 30 nœuds, tous les appareils sont cloués au sol. Chaque mois, 10 avions en moyenne ne peuvent pas se poser ici. Les accidents graves survenus en phase d'approche se produisent généralement quand les pilotes se disent qu'ils doivent poser leur appareil à tout prix. Le pilote doit choisir entre se poser coûte que coûte, quitte à risquer la vie de ses passagers, ou bien redresser et recommencer son approche. Même si les roues sont à rien de toucher la piste, on peut refaire un tour en toute sécurité si la vitesse est suffisante. Mais pour les passagers, ces embardées inquiétantes sortent de la routine des atterrissages. L'avion s'approche de la piste, tout a l'air normal, quand tout à coup la poussée des réacteurs vous cloue au fond de votre siège. Vous sentez bien que ce n'est pas normal. À Madère, ce scénario se répète encore et encore et encore. C'est un sentiment terrifiant. Les centaines d'atterrissages qui ont lieu chaque année à Funchal témoignent tous du talent des pilotes qui s'y posent. En 4e position, nous retrouvons Hong Kong, réputé pour abriter les aéroports les plus déments du globe. Hong Kong est le 4e territoire le plus densément peuplé au monde. Pendant des dizaines d'années, les aéroports de Hong Kong ont dû disputer au gratte-ciel le moindre centimètre carré de tarmac. Parmi eux, celui de Kai Tak, si redoutable qu'il en était devenu légendaire. Les atterrissages y étaient si terrifiants que les passagers parlaient de la crise cardiaque de Kai Tak. C'était un aéroport qui faisait froid dans le dos. C'était la destination aérienne la plus extrême. En 1996, Kai Tak était le 3e aéroport le plus fréquenté au monde et l'un des plus dangereux. Il y circulait quotidiennement 440 appareils. Plus de 30 millions de passagers l'empruntaient chaque année. Quand il était pilote de ligne pour la Cathay Pacific, la compagnie locale, le commandant Mike Lowes se posait à Kai Tak 15 fois par mois. C'était la phase d'approche la plus délicate au monde. Les montagnes voisines rendaient impossible une approche directe face à la piste d'atterrissage. Les avions devaient donc effectuer un changement de cap de 47 degrés aux abords des gratte-ciel de la ville. Pour un pilote, atterrir ici était unique.
C'était la fameuse crise cardiaque de Kai Tak que redoutaient les passagers. Mais entre pilotes, on parlait avec appréhension du virage de Hong Kong. Pendant la phase d'approche, Mike devait commencer par voler en direction d'une cible à damier orange fixée à flanc de montagne. Il fallait repérer la cible, amorcer l'atterrissage et ensuite se mettre dans l'axe de la piste. Cette manœuvre était si délicate qu'elle dépassait les ressources des ordinateurs de bord. Les pilotes devaient donc effectuer l'intégralité de l'approche manuellement. Il fallait beaucoup d'habileté, parce que tous les instruments de guidage étaient désactivés. Quand on changeait de cap, il fallait garder l'œil sur la piste. Le virage devait être effectué en seulement 20 secondes. Une fois le virage terminé, on se retrouvait quelque part entre ces deux tours. C'est à ce moment-là qu'on était enfin dans l'axe de la piste. L'avion ne devait pas être à plus de 60 mètres du sol. Pour réussir un atterrissage sur la piste 13 de Kai Tak, il fallait être en pleine possession de ses moyens. Seuls les pilotes les plus expérimentés étaient autorisés à se poser sur le redoutable aéroport de Kai Tak. On ne pouvait pas se présenter comme une fleur à cet aéroport. Il fallait d'abord s'être entraîné sur un simulateur et avoir réussi un examen avant même d'avoir le droit de tenter cette approche. Et la première fois qu'on atterrissait ici, on avait l'impression d'avoir accompli une prouesse. Mais l'expansion progressive de Hong Kong en vint à rendre Kai Tak trop dangereux. Le terminal ferma ses portes, ce qui rendit indispensable la création d'un nouvel aéroport plus vaste. Kai Tak n'a jamais été considéré comme une solution à long terme pour Hong Kong, mais il n'y avait pas la place de faire mieux. Le manque absolu d'espace constructible était un problème extrême, auquel fut apportée une solution non moins extrême, l'édification d'une île artificielle. 2 petites îles furent nivelées et 3 millions de mètres cubes de terrain furent déplacés, ce qui permit de créer 1200 hectares de terre supplémentaires. Un nouvel aéroport était né. Voici Check Lap Kok, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. L'ancien aéroport de Kai Tak était sans nul doute dangereux, mais le commandant Mike Lowe's en garde un souvenir ému. C'était un aéroport extraordinaire. Il fallait être à la hauteur. C'était un aéroport pour les vrais pilotes. En 3e position, place au ciel orageux de l'Atlantique Nord pour l'aéroport le plus sauvage au monde, celui de Barra. Situé dans l'archipel des Hébrides, à 100 km au large de l'Écosse, Barra est un aéroport qui disparaît à chaque marée. C'est un vestige de l'époque où le moindre terrain plat servait de piste d'atterrissage. Cette piste-là est à la merci des éléments. On dépend de Mère Nature pour pouvoir ouvrir les pistes d'envol. À Hong Kong, un tarmac a été bâti sur une île artificielle. Mais à Barra, c'est la nature qui se met à la disposition des avions 2 fois par jour. Un atterrissage réussi, c'est un atterrissage sans victime. 9 h du matin. La petite île de Barra est coupée du reste du monde, et ce depuis maintenant 24 heures. La mer démontée empêche le ferry de sortir du port. L'aéroport est à présent la seule solution pour quitter l'île. Joe Gillies a passé toute sa vie sur l'archipel. Son métier consiste à maintenir l'aéroport ouvert contre vents et marées. Sa première tâche est de faire de cette longue bande de sable et de coquillages écrasés une piste aérienne. Il faut avoir entièrement inspecté la plage avant l'arrivée des avions. Dès que la marée se retire de la plage, Joe se met au travail. Il y a beaucoup de débris, de morceaux de bois. On trouve des algues, des cordes provenant de bateaux de pêche, des mottes de terre, des carcasses de phoques. Le nettoyage de la plage est d'une importance cruciale.
Il suffit qu'une roue d'avion heurte un débris oublié pour provoquer un accident. 9h30. La piste est dégagée et Joe se prépare au premier atterrissage prévu pour aujourd'hui. C'est aussi le seul vol de la journée. Certains jours, il ne passe pas plus d'un avion ici. Joe est également en charge de la surveillance météo. Et si le vent dépasse les 55 nœuds, l'aéroport doit être fermé. Le vent souffle déjà à près de 25 nœuds, mais le temps va encore se dégrader. Pour l'instant, l'aéroport peut continuer de fonctionner. Mais la fenêtre météo est très étroite. La visibilité est mauvaise. Quand cette colline est voilée, ça devient délicat pour les avions. Seuls des appareils spécialisés peuvent se poser à Barra. Parmi eux, le Twin Otter. Ce modèle, qui vole depuis le milieu des années 60, possède un train fixe, idéal pour le revêtement mou de la plage. Les avions à hélice sont les seuls à pouvoir décoller de la piste sableuse de Barra. Il ne faut pas se poser ici avec un jet, c'est trop lourd. Une fois sur place, il ne pourrait jamais repartir. Le vol quotidien vers Barra a quitté Glasgow il y a 1 heure. L'appareil doit se poser avant que le temps ne se gâte. Il n'y a pas de temps à perdre. Joe enfile une nouvelle casquette, celle de pompier. En cas d'urgence, ses collègues et lui seront prêts à intervenir en quelques instants. Au moindre incident, on a 2 camions de pompiers prêts à être déployés instantanément. Il faut réagir très vite, parce que le kérosène brûle très vite. 10 heures. Joe est en position. La plage est dégagée et l'avion entame son approche finale. Au regard des conditions de la piste, c'est un atterrissage exemplaire. Mais l'opération n'est qu'à moitié terminée. La marée est en train de changer et la piste sera bientôt recouverte d'eau. Joe a donc très peu de temps pour tourner l'avion dans l'autre sens et y faire monter les passagers. La marée n'est pas toujours prévisible. Il y a des jours où elle remonte bien plus rapidement que d'autres. Et Joe endosse à présent son 4e rôle, celui de bagagiste. Les avions ne peuvent pas rester plus de 20 minutes sur la plage. Il faut faire vite parce que la marée remonte. Une fois tout le monde à bord, l'autorisation de décoller est accordée au Twin Otter, qui a tôt fait de regagner les airs. Joe peut se détendre. Il s'est acquitté avec succès de son travail de la journée. L'île de Barra est de nouveau en contact avec le monde extérieur. Grâce à Joe, l'aéroport le plus sauvage du monde est toujours en service. J'adore mon boulot. Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Tout de suite, un aéroport himalayen qui tutoie les cimes. Et en première position, un aéroport sous la menace d'attaque permanente. Nous venons de découvrir une piste aérienne située sur la côte sauvage d'une île écossaise. Nous retournons à présent au cœur de l'Himalaya, jusqu'à l'aéroport le plus montagneux du globe. Lukla. Posé pour s'élancer à la conquête de la plus haute montagne du monde, l'Everest. Cet autre aéroport népalais est lui aussi extrême, avec son tarmac situé à 2740 mètres d'altitude. La piste est courte, très en pente et potentiellement mortelle. C'est comme un toboggan. Cet aéroport d'altitude a de quoi faire frémir les pilotes les plus aguerris. Si vous ratez l'approche, ça secoue. Avec 4 crashs au cours des 5 dernières années, c'est une destination à haut risque. À l'autre bout de la piste, il y a un véritable mur. C'est la montagne. Si vous voulez vous envoler pour l'Everest, il vous faudra d'abord survivre à l'aéroport de Lukla.
C'est le point d'accès le plus direct vers le toit du monde. La piste surgit de nulle part. On pensait pas qu'on allait se poser là. J'ai fermé les yeux. Et puis, on se pose sur cette côte. Je retenais ma respiration et on était arrivé. J'étais contente d'être encore en vie. 10 heures du matin. Bonjour, mesdames et messieurs. À 3650 mètres d'altitude, le commandant Rajesh Shrestha s'apprête à déposer un avion rempli d'alpinistes sur la piste d'atterrissage de Lukla. Je vole depuis 40 ans. J'occupe le poste de chef pilote chez Tara Air. L'un des passagers connaît mieux que personne les difficultés que présente l'aéroport de Lukla. C'est le vétéran de l'aviation népalaise, Vijay Lama. Il s'est posé ici à des milliers de reprises. Pour moi, Lukla est l'une des bases aériennes les plus excitantes et les plus exotiques où on puisse se poser. Le premier problème auquel est confronté le commandant Shrestha, c'est l'altitude elle-même. Comme l'air se fait plus rare, les ailes de l'avion ont une portance moindre, qu'il faut compenser par une vitesse plus élevée. Il faut jouer avec les gaz, jusqu'au bout. Se dressant à 2740 mètres d'altitude, Lukla est encadré par certaines des montagnes les plus hautes du monde. Pour rester en vol à cette altitude, l'avion doit se déplacer plus vite. Il faut amorcer la phase d'approche à 138 km/h, une vitesse trop importante au goût de n'importe quel pilote. Le deuxième problème qui se pose à Lukla, c'est la régulation de son trafic aérien. Ici, les hélicoptères et les avions décollent sur la même piste. Si on ajoute à cela la cinquantaine d'appareils qui y circulent quotidiennement, le facteur de risque atteint un niveau encore plus élevé. Le contrôleur aérien, Kieran Kafley, ne peut pas se permettre un moment d'inattention. Une simple erreur de sa part pourrait entraîner une catastrophe. Il contacte le commandant Shrestha. L'appareil est autorisé à se poser. Une fois au sol, il devra tenir compte de l'inclinaison du tarmac. Longue de seulement 450 mètres, la piste oblige le pilote à freiner énergiquement. Au bout de la piste se dresse un imposant mur de pierre. En 2010, cet appareil a percuté le mur faute d'avoir pu s'arrêter à temps. Par chance, aucun passager n'a été blessé. Le commandant Shrestha entre en phase d'approche finale de son atterrissage à Lukla, l'aéroport le plus montagneux au monde. Ici, l'approche doit être parfaite. Dès qu'on franchit cette arête, il faut commencer à sortir le train d'atterrissage. C'est ce que vous entendez là. Le commandant contacte la tour de contrôle. L'appareil se déplace à 38 mètres par seconde. C'est une vitesse élevée mais indispensable à cette altitude. Il faut arriver directement en piqué. C'est comme un toboggan. L'avion est posé. Maintenant, il faut encore réussir à l'immobiliser sur cette piste de seulement 460 mètres de long. Et voilà. La phase finale est très courte. Il faut inverser les gaz au maximum pour que l'appareil s'arrête. Il a réussi. Les 15 alpinistes présents à bord sont arrivés sans encombre au pied de l'Everest. Mais tandis que le commandant Shrestha s'avance jusqu'au terminal, il sait que la prochaine fois, Lukla lui fera peut-être moins de cadeaux. En tête du classement, l'aéroport le plus intense au monde, celui de Bagram, en Afghanistan. Voici le point d'accès des forces internationales qui combattent en Afghanistan, la base aérienne de Bagram. Dans tous les autres aéroports, tout est fait pour aider les pilotes. Mais à Bagram, il faut compter avec des forces hostiles.
Depuis sa construction dans les années 50, Bagram a été successivement une base stratégique pour l'armée rouge, pour les talibans, et enfin, depuis décembre 2001, pour les forces de la coalition. À l'heure actuelle, la base aérienne vit sous la menace constante d'une attaque. Les opérations menées depuis Bagram sont supervisées par l'armée américaine, dont c'est la plus grande base en Afghanistan. Le lieutenant-colonel Scott Hoffman est chargé de la planification des missions dans cet environnement sensible. La menace est réelle, on effectue des opérations de combat 24 heures sur 24. Bagram a été la cible de centaines d'attaques ces 10 dernières années. En mai 2010, une caméra infrarouge a été témoin de l'une de ces attaques. On peut voir un rebelle des environs lancer une grenade sur des soldats de la coalition. L'explosion est suivie d'une fusillade. L'attaque est repoussée. On se trouve dans une zone de combat. On risque à tout moment de se faire attaquer. Bagram est sûrement l'une des bases aériennes les plus extrêmes au monde. Bagram possède également l'une des voies de circulation les plus fréquentées au monde, car il y circule à la fois des appareils militaires et civils. Pour faire face à un tel afflux, la base aérienne fonctionne jour et nuit. On est au cœur du conflit, mais on arrive quand même à prendre en charge près d'1 millier de décollages et d'atterrissages par jour. C'est un vrai défi, mais on a tous l'habitude de travailler sous pression. C'est même ce qu'on préfère. Alors que la guerre d'Afghanistan touche à sa fin, les troupes évacuées s'apprêtent à quitter le pays depuis Bagram. Mais pour l'instant, ce sont encore 300 000 passagers et 200 000 tonnes d'équipements qui y transitent chaque année. Malgré la menace toujours présente, les avions doivent continuer d'utiliser l'aéroport de Bagram, le plus extrême au monde.